La Cité européenne des scénaristes présente. Je trouve que les scénaristes en animation, on leur demande beaucoup et ils ont besoin de se projeter beaucoup plus sur ce que ça va donner ensuite à l'image en fait. On leur demande de vraiment adapter leur écriture de façon à ce qu'à l'animation ça soit faisable, ce que tu demandes pas forcément à un scénariste de live en fait. Les producteurs d'animation et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Quelle que soit la série, même si c'est du cartoon ou autre chose, il faut qu'il y ait un point de vue de l'auteur de toute façon. On a adapté le jeu 1000 bornes, c'est de la comédie-aventure, mais on a quand même cherché à raconter quelque chose. On s'est posé la question, c'est en filigrane, c'est vraiment très léger, mais c'est qu'est-ce qu'un champion ? Leur métier, développer des projets d'animation, puis trouver des partenaires financiers et artistiques nécessaires à leur concrétisation. Dans ce 31e numéro de l'émission, la parole est aux producteurs d'animation. Quel est leur rapport au scénario ? À L5, les sociétés où travaillent mes invités du jour ont notamment produit les séries jeunesse Miraculous, les Marsupilami, les Schtroumpfs, Droners, les Trois Mousquetaires, le Petit Nicolas, les Mystériosités d'Or, Kung Fu Panda, les Croods, Baby Boss, mais aussi les séries ados, l'épopée temporelle, Bat et Gaël, ou encore les longs métrages, Astérix le domaine des dieux, Astérix le secret de la potion magique, Ma vie de courgette, Ninja Turtles Teenage Years, ou encore Pat Patrouille le film. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cet épisode a été enregistré en mai 2024. Je vous suggère, si vous n'êtes pas habitué au jargon de l'audiovisuel, d'écouter d'abord les épisodes consacrés aux coordinateurs d'écriture et aux auteurs graphiques, où on détaillait des notions qui reviendront aujourd'hui, relatives respectivement au travail de scénariste et au secteur de l'animation. Et justement, concernant le travail des scénaristes, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'écriture de scénarios en particulier, la Cité européenne des scénaristes lance son offre de formation professionnelle. Des formations courtes, innovantes, spécifiques et les plus exhaustives possibles. Parmi les thèmes proposés cette année, vous trouverez par exemple comment écrire une série Young Adult et comment devenir formateur en écriture audiovisuelle. De nouvelles thématiques s'ajouteront à la rentrée. Le tout dispensé évidemment par des experts de ces sujets et pouvant être pris en charge par l'AFDAS. Je vous renvoie au lien en description de cet épisode pour plus d'infos. Enfin, puisqu'il est question d'animation aujourd'hui et que le format podcast vous plaît, je vous recommande vivement l'excellente émission Anima Show, consacrée au secteur français de l'animation en particulier, et l'excellente série d'épisodes Elles animent Annecy, proposée dernièrement dans le podcast Le Lab Femmes de Cinéma, mettant en lumière des intervenantes françaises du secteur de l'animation. Pour le coup, il s'agit là de 2 recos spontanées et donc gracieuses, aucun lien avec la cité ni partenariat rémunéré. Lien de leurs émissions également en description. Sur ce, bonne écoute. Pierre Ressa, je suis producteur chez Ellipse Animation. Je produis des séries et des longs métrages d'animation. Je travaille actuellement sur les Marsupilami, la série qui est pour M6 Gulli, qui sera pour l'an prochain, qui est en production, et nous sommes en développement sur le 2e long métrage de Yakari. Olivier Pérouse, donc producteur chez Méthode Animation, Media One Kids and Family. Actuellement, je produis Les Trois Mousquetaires, la 4e saison de Robin des Bois, Witch Detective, alors tout ça pour TF1, France Télévisions, Gulli. Caroline Ouslan, je suis productrice artistique chez Blue Spirit Productions. Je travaille actuellement sur les Borrowers, fin d'écriture des Borrowers, ou les Chapardeurs en français, et on développe une série pour les 4-6 qui s'appelle Gisèle et ses petits monstres. Mariam Hachmi, je suis productrice et autrice à La Chouette Compagnie. Je travaille en ce moment sur Azuro et la Brigade des Dragons pour TF1, Taki pour France Télévisions et Dragon Striker pour Disney+. Muriel Hachery, je suis productrice artistique chez Micros Animation IP du groupe Technicolor. Je travaille actuellement sur la série Magic Campers pour Disney Junior et Disney+. Est-ce que vous vous souvenez du premier scénario sur lequel vous avez bossé en tant que producteur d'animation et comment vous l'avez vécu, comment c'était ? Alors moi j'ai démarré sur la série Boule et Bill en 2D. C'était pour Dargo Marina chez Mediatoon, donc il y a un certain nombre d'années. Ouais. Et auparavant j'étais conseillère de programme chez M6, donc pour moi c'était la continuité, mais côté prod. Et c'était encore
plus excitant, bien évidemment, parce que c'était en amont, donc travailler avec les scénaristes, le directeur d'écriture. Ok, plutôt de la chaîne vers la prod que de la prod vers la chaîne. C'est vrai qu'il y a un peu les deux parcours qui existent. Ouais. Alors moi, j'ai pas lu de scénario pendant très longtemps. J'ai regardé beaucoup des dessins animés parce que j'ai été 25 ans à Canal J Tigiguli, à la com, au service de presse. Donc j'ai beaucoup en fait fait la promotion des séries d'animes. Côté chaîne aussi, du coup. Côté chaîne, je suis passée conseillère de programme à un moment donné, où là j'ai commencé à lire des scénarios. Puis j'ai fait un petit tour en tant que scénariste pendant 3 ans et demi avant de rejoindre Blue Spirit. Où là, le premier scénario que j'ai lu, c'était un script de Arthur et les enfants de la table ronde. C'était en même temps la continuité, je dirais, de ce que je faisais en chaîne, puisque j'ai lu aussi beaucoup de scénarios en chaîne. Alors moi, mon premier souvenir avec le premier scénario, je me rappelle très bien, c'était un script de Chloé Sastre et Romain Gadiou sur les souvenirs de Mamette pour M6. Et du coup, c'était une super expérience parce que c'est un petit peu là aussi où je me suis dit, oui, il faut... Enfin, j'ai envie d'écrire aussi, en fait. Ils m'ont vraiment donné envie d'écrire après ça. J'ai toujours un peu lu des scénarios, mais au début, j'étais directeur de post-production. Et au bout d'un moment, j'ai commencé, d'ailleurs, au sein de chez Onyx et Méthode Animation, à travailler au développement des projets, de longs métrages notamment. Le premier long métrage, ça devait être Mune, le gardien de la lune, de Benoît Philippon et Alexandre Desboyans. Et bah, c'était super, en fait, parce que le scénario, quand j'ai commencé à travailler dessus, il y avait déjà plus rien à faire. Donc c'était vraiment bien. Ouais, moi, c'est plus difficile de me souvenir quel est le premier scénario que j'ai lu, puisque moi, j'ai commencé comme scénariste. Donc pendant 15 ans, j'en écrivais. Après, j'étais directeur d'écriture chez Méthode d'Animation. Et de la direction d'écriture, tranquillement, je suis passé à la production. Ok. Donc tout ça s'est fait naturellement sur plusieurs séries. Et voilà. Quel est votre rapport au scénario, à la dramaturgie, tous actuellement, maintenant que vous êtes en production? Premier rapport à la dramaturgie, je pense qu'on l'a tous eu très 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 jeune. C'est quelque chose qu'on hérite. D'abord, les histoires. Et ensuite, on se construit au fur et à mesure. Moi, mon rapport aujourd'hui à la dramaturgie, il est, enfin, je sais pas, il est essentiel, il est central, c'est la sparkle de la naissance de chaque projet, donc... C'est pas un truc qui a dû arriver après sur le tard. Des fois, les producteurs se forment sur le tard à la dramaturgie. Enfin, je pense pas être la seule, mais je pense que c'est quelque chose qui est toujours là et en fait qui ne fait que se professionnaliser au fur et à mesure des années. On est de plus en plus précis, à l'aise. On m'a toujours raconté des histoires, j'en ai toujours raconté, et puis en fait, ça n'a fait que se professionnaliser. Alors moi, en tant que lectrice, spectatrice, etc., oui, il est naturel et j'ai vu beaucoup d'histoires et sans trop réfléchir d'ailleurs à comment c'est fabriqué. Et du coup, quand je suis passée conseillère de programme, j'ai quand même été me former un petit peu. Ok. Et donc j'ai découvert effectivement la dramaturgie. Alors pour moi, je suis pas très technicienne, à vrai dire. Je suis plutôt intuitive. Okay. Je sais bien qu'il y a des passages oubliés. Des passages oubliés, voilà, c'est un beau lapsus. Ce que j'ai aimé quand j'ai appris la dramaturgie, et c'était au CEA, c'est qu'on avait différents intervenants qui avaient aussi chacun leur boîte à outils, leur matériel pour regarder un scénario. Et j'ai trouvé ça, en fait, génial parce que ça n'enfermait pas dans quelque chose de très droit, de très fermé, de très carré, etc. Une seule formule, une seule méthode. Et voilà, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup d'instinctif au départ. La formation, elle est constante. Je pense que je finirai ma vie en me formant là-dessus. Au début, c'était ingurgiter plein d'histoires, plein de scénarios, plein de films, plein de séries. Puis petit à petit, en lire de plus en plus, avoir des idées. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller me former un tout petit peu pour avoir des noms sur les mots, tout ce que j'avais mis dans ma boîte à outils personnelle. Et puis, je continue petit à petit à perfectionner, à être plus précis. Il y a des oublis, c'est certain. Ici, on a quand même tous un rapport au scénario. Pour moi, j'ai une maîtrise en scénario. Ça, c'était donc. Mais avant d'écrire, j'ai été conseillère de programme, j'ai lu énormément de scripts de storyboard pour M6 qu'on m'envoyait par fax, enfin des trucs. Donc c'était il y a très très longtemps, mais quand même, il faut le dire. Mais la première expertise, c'est le scénario, quoi. Oui, c'est le scénario. Et même avant ça, effectivement, c'est la lecture, comme disait Mariam, le goût pour les séries, le goût pour le cinéma, le goût pour la photo. Moi, je sais que je suis très visuelle. Un scénario, c'est quand même déjà une histoire visuelle. Et donc ça, c'est vraiment en amont, avant la formation, avant la fac, avant l'expérience, et beaucoup l'expérience. Et la formation malgré tout. Parce que moi aussi, j'ai refait des ateliers au CEA. Enfin. Moi, j'ai commencé au début par la formation. J'ai fait la formation longue CEA. Ok, aussi. Donc après, l'écriture pendant des années. Et moi, j'ai le truc inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé très technicien, et plus ça va, plus je suis dans l'intuition. J'oublie un petit peu, c'est une démarche volontaire, hein, j'oublie un petit peu le verbiage et la mécanique scénaristique, avec les chapelles différentes des uns des autres, pour essayer de redevenir un petit spectateur. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est, moi je suis capable, enfin j'espère, de déceler quand ça va pas.
Enfin, quand il y a un truc qui me plaît pas d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Et je vais me servir de la technique, etc. pour essayer d'identifier ça. Sachant que souvent c'est subjectif. Hein. Mais après, tu connais quand même la série sur laquelle tu bosses, par exemple, Oui, bien ou le sûr. film, et tu sais où tu veux aller. Oui, mais on peut être surpris des fois. Quand tu pioches, quand tu dis ça va pas, bien sûr, c'est beaucoup du. Enfin, moi aussi, je fonctionne comme ça, c'est beaucoup du ressenti, tout en ayant un cadre. Ah oui, voilà. En cherchant aussi, à partir de ton ressenti, à l'exprimer et en tout cas à aller chercher Et c'est là que la boîte à outils est intéressante. Eh oui. ce qui suscite ton questionnement, en fait. Et souvent, tu pointes quelque chose et c'est pas forcément là, en fait, où est le problème, finalement. Mais c'est très difficile d'avoir un langage commun. Ça peut vous paraître évident pour vous tous, mais quand j'ai fait les producteurs, par exemple, de cinéma, c'est vrai que quand je parlais avec eux de se former à la dramaturgie, il y en a qui l'ont fait, mais c'était pas tous, et c'était souvent sur le tard, ils venaient pas du scénario. Dans l'animation, j'ai l'impression que vous avez tous un rapport beaucoup plus, enfin, en tout cas, autour de la table, fort avec le scénario, ce qui est cool pour l'épisode du jour. Tu t'apercevras que dans l'animation, on est beaucoup plus pointu Oui. dans l'écriture que dans Oui. les films ou les séries. Après, plus précisément, là, autour de la table, on a tous un profil quand même un peu sur les deux tableaux, quoi, et écriture et production. Enfin, Ouais. moi, je sais que quand je revais ma casquette unique de production uniquement, j'ai pas le même rapport au texte. Le maître à bord, c'est quand même l'auteur de la Bible du projet. Moi, je suis plus là en tant que productrice, de façon à ce que le projet reste dans le cahier des charges qu'on a défini ensemble en amont. Je vais moins mettre d'affect personnel dans mes retours. C'est vraiment l'affaire pour moi de l'auteur ou de l'autrice. Après, moi, je pense qu'effectivement, il y a tout ce cadre dont on parle là. On connaît la série ou le film sur lequel on travaille. On s'est mis d'accord avec la chaîne et on avance là-dessus. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est la surprise. C'est d'être ému, de rigoler là où on pensait pas rigoler. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, le cadre, il est là pour justement favoriser la création. Et si je peux rajouter, je pense que les scénaristes d'animation ne sont pas plus précis que les scénaristes de live. J'aime dire des conneries. Alors, moi, j'ai une expérience parce que j'ai fait de la direction d'écriture il y a pas mal d'années, etc. Où certains producteurs te disent bon bah tiens, prends cet auteur, il vient de la fiction, tu le testes, mais en tant que directeur d'écriture, mais quelle galère. Quelle galère. Parce qu'en fait, il y a tellement de contraintes dans l'animation au niveau scénaristique que parfois les scénaristes de fiction ne s'en rendent pas compte. Et je trouve que un bon scénariste, c'est terrible ce que je vais dire, mais tant pis, un bon scénariste de fiction ne fait pas forcément un bon scénariste d'animation. Par contre, souvent, un bon scénariste d'animation fait un bon scénariste de fiction. Il y a plus de cadres. Et oui, c'est ça, il y a plus de cadres, donc il est plus à même de rebondir et de suivre un peu. Oui, et puis surtout, moi je trouve que les scénaristes en animation, on leur demande beaucoup et ils ont besoin de se projeter beaucoup plus sur ce que ça va donner ensuite à l'image en fait. On leur demande de vraiment adapter leur écriture de façon à ce que à l'animation ça soit faisable, ce que tu demandes pas forcément en réalité à un scénariste de live en fait. C'est pas que de la contrainte, c'est que vraiment ils ont plus de skills, je trouve. D'ailleurs certains sont storyboarders aussi, réalisateurs, etc. pour pouvoir vraiment faire de très bons scénarios d'animation. Entre ce qui est faisable et pas faisable, quand tu écris ton scénario, je vais parler de l'eau, en 3D, tu dois tout faire en off, enfin, tu dois vraiment jouer avec des contraintes techniques. C'est en ça que l'animation n'est pas finalement un genre, mais est une technique. Alors nous, ce qui nous réunit aussi, c'est qu'on s'adresse majoritairement à la jeunesse. Donc c'est aussi une contrainte, puisque tu ne peux pas raconter tout ce que tu veux, et tu ne peux pas utiliser le vocabulaire que tu veux. Enfin bon, il y a des contraintes à multiniveaux. De format. Le format Le aussi. format de cible, parce qu'il y a beaucoup de cibles dans la jeunesse aussi. Le nombre d'épisodes aussi, 52 fois 11 minutes, il faut... Enfin, déjà, en créant la Bible, la reine, les personnages, etc., il faut qu'il y ait quand même un principe sériel qui fonctionne, Donc, les réservoirs pour en sortir 50. Ouais. Et ouais. qui propose, voilà, c'est ça, un réservoir d'histoires assez énorme, enfin, qu'on puisse jouer dans tous les sens pour avoir ces 52 histoires. Pour vous, qu'est-ce qui destine un projet ou un scénario à l'animation en particulier versus la prise de vue réelle? Alors en France, on est beaucoup en jeunesse. Les différentes cibles, preschool, bridge, 5-8, Bridge, je sais. 5-8 Ok. et 6-10 Ok. après. Bon, voilà. Jeunesse, ça se cantonne à ça. Au-delà de 10 ans, les enfants vont vers le live. Moi, j'ai envie de dire l'improbable. On voit pas en fiction une éponge en slip. Enfin, en live. On voit pas ça. Je pourrais tourner de l'œil. Et aussi, écraser une maison, ça en animation, on peut se le permettre beaucoup en cartoon notamment. En live, ça, c'est... Même si aujourd'hui, avec quand même la 3D, on peut faire beaucoup de choses en live, et tant mieux, c'est chouette. Mais il y a quand même beaucoup d'improbables qu'on peut se permettre en animation. Oui, je pense que c'est l'univers, en fait, le premier univers que tu décris, s'il est complètement barré ou fantastique, c'est plus simple en animation qu'en live. La cible est évidemment la clé de tout, hein, puisque il n'y a pas de série live pour les 3-5 ans, ou alors
Je la cherche. Dans les pays nordiques, il y en a, je crois, il y a plus de fiction pour les petits. Ils font tout mieux que nous. Tu peux proposer des univers qui coûteraient une fortune en live. Ouais. Moi, les Trois Mousquetaires, t'imagines bien en live Bah oui. 52 épisodes. Enfin, c'est colossal. Ou d'autres séries, Pirate Academy. Enfin, tu vois, il y a un atoll, un bateau échoué, des enfants qu'on peut faire tourner n'importe quand. Enfin, c'est pas possible. Tu peux injecter une poésie, tu peux injecter une fantaisie. Tous les personnages. Ouais. Et puis animalier. Exactement. Il y a toujours un décalage, je dirais, par rapport au live, en fait. Que ce soit un décalage par tes personnages, donc effectivement des animaux anthropomorphes qui vivent moult aventures, par l'humour aussi, qui est aussi quelque chose d'important en animation, le slapstick, effectivement, donc ces choses-là, mais le décalage, que ce soit personnage, univers, humour. Décalage du réalisme, par rapport au réalisme. Oui, c'est ça, le décalage par rapport au réalisme. Alors c'est assez vrai, je trouve, en France, parce qu'au Japon, quand tu regardes les animés, on est dans des choses beaucoup plus réalistes, avec parfois quand même ces trucs qui se barrent en live. Donc là, effectivement, c'est justifié. Mais je dis ça parce qu'on nous a proposé une série qui était producteur de fiction, en fait, qui nous proposait une série qu'il la voyait pour l'animation. Et en fait, c'était une série pour la jeunesse, mais nous, finalement, on la voyait plus en live. Tu vois, et on s'est posé effectivement toutes ces questions de savoir qu'est-ce qui fait que cette série, nous, on la sent plus en live, et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait l'amener à l'animation. Et c'est tous les décalages qu'on pourrait apporter. Et en l'occurrence, c'était une licence japonaise, tu parlais de la Japanimation, non, c'était un projet original français. Donc ces questions se posent pour vous. Des fois, vous avez une licence entre les mains, vous vous dites, est-ce que c'est le lieu? Parce qu'on a parlé beaucoup de la jeunesse, là, du coup, dans la réponse, mais il y a aussi l'anime. Je sais que c'est beaucoup plus petit marché, mais l'anime adulte ou l'anime pour les ados, est-ce qu'il y a d'autres aussi choses qui font qu'un projet peut se destiner à ces publics-là, en animation en particulier? Le facteur un petit peu primordial, c'est la chaîne de télévision, en fait, à qui on prédestine le projet. Ouais. Et si la chaîne ne propose pas, par exemple, de cases ado-adulte sur son antenne, on va pas se lancer dans un développement d'animé pour ados s'il y en a pas de cases, en fait. Et ça, c'est assez récent, par contre, avec l'arrivée de certaines plateformes comme ADN, Crunchyroll. Maintenant, je pense qu'on n'est pas les seuls. On est plusieurs producteurs à développer et à produire maintenant du contenu adolescent pour ces plateformes. Mais ce qui est génial, parce que du coup, on a parlé effectivement des animés japonais. Au Japon, ils ont pas du tout la même approche que nous. Pour eux, n'importe quelle histoire se prête à de l'animé. Même une histoire extrêmement réaliste. Je sais pas, il y a des séries tellement drôles, enfin, et tu dis, mais pourquoi vous l'avez fait en animé? Mais parce que, c'est comme ça, c'est une vraie culture. Et moi, j'y étais il y a 2 semaines, là, au Japon. C'est vrai que partout, il y a des dessins pour expliquer tout, quoi. Mais je sais pas pourquoi tout ce qui est illustré, dessiné, c'est pour les enfants. Alors qu'aujourd'hui, on sait la BD, c'est juste dément comme univers, comme art. Ben oui. Mais encore, voilà, la jeunesse, alors à la télé, c'est pour les enfants. Mais maintenant que les marchés s'ouvrent, il y a des logiques éditoriales. Pas beaucoup, Ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent lentement, effectivement. Tu l'as dit, il y a quelques plateformes, mais c'est quand même relativement encore clairsemé comme proposition. Et pour nous, c'est pas facile de lancer Puis les Japonais des et projets. les Américains prennent le marché aussi. Hein. Pour les ados. Sur l'ado adulte, on va dire. Ouais, mais ils ont besoin de nous quand même. Oui, Ils viennent beaucoup oui. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que massivement, tu vois, nous, comme c'est pas notre culture, malheureusement, mais moi, j'espère qu'on va développer ça. Du coup, ce serait quoi un projet d'animation pour l'ado, l'adulte en France? Arcane, on est quand même. Oui, c'est ça. Oui, Arcane. Il n'y a pas que ça, mais. Mais c'est quand même le cheval de Troie. Il y a eu Last Man, on a eu quand même quelques... Enfin, déjà, en long métrage, c'est quand même beaucoup plus fréquent d'avoir de l'animation ado ou adulte. Oui. Donc ça, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait un public. On a un développement sur un projet de Dark Fantasy. Alors, il est en développement, on ne sait pas s'il va voir le jour, mais on tente. De toute façon, l'idée, c'est de tenter, de proposer. On sait que France Télévisions a également envie d'aller vers là, mais ils ont besoin aussi que nous, producteurs, avec nos auteurs, on soit capables aussi de proposer des choses. Moi, je trouve ça un peu cool parce que c'est un peu un périmètre à créer, en fait, en France. Il faut créer une identité d'animation ado ou adulte, parce que c'est pas la même chose, on les accole alors que c'est 2 choses différentes. En France, je trouve que c'est un terrain de jeu formidable. Même s'il y a très peu de cases, c'est quand même super de se coller un petit peu. Ok. Les autres des expériences là-dessus sur l'anime ado ou adulte, vous en avez peut-être pas fait, pas l'occasion d'en faire? On est en développement, j'ai travaillé sur Renaissance et sur Prodigies. C'était pas simple. À l'époque, c'était il y a 15 ans. Plus que ça. C'est toujours pas très simple. C'est pas chez nous, on a Raphaël c'est Séjourné qui est le grand spécialiste chez nous de l'animation ado-adulte. Mal à coller, effectivement. Il y a des très beaux développements, des très belles prises d'intérêt. Ça permet, comme pour les enfants en fait, on peut décaler en poésie, dans tous les univers. C'est passionnant, c'est un terrain de jeu qui est passionnant, mais c'est pas simple. Pour l'instant, trouver la bonne formule,
j'ai l'impression qu'on y travaille tous, mais on l'a pas encore. Sur quels critères vous définissez qu'un projet a du potentiel, notamment relatif à son scénario? On a parlé un peu du marché, donc est-ce qu'il y a un diffuseur, est-ce qu'il y a des cases? Alors nous, on a une ligne éditoriale chez Micros Animation IP. C'est la comédie en premier lieu, des séries de quotidien pour les enfants, mais avec toujours un petit caractère original, un peu décalé. Donc, Gus le chevalier Minus, c'est un enfant qui vit dans un univers de chevalier, mais très moderne, avec il a un poney électrique, il a un sabre laser, enfin ce genre de choses. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Il y a tout ce côté magie. On a une ligne édito, et puis après les coups de cœur, bien sûr, et le potentiel émotionnel que ça va générer sur le public, parce que c'est ça le principal aussi. Moi, pendant longtemps, je faisais des adaptations de grosses IP patrimoniales, Trois Mousquetaires, ou des univers, les pirates, Robin des Bois, voilà, des choses comme ça, le petit Nicolas, les drôles de petites bêtes, enfin voilà, des œuvres qui ont une certaine visibilité au moins européenne, si ce n'est internationale, voilà, de préférence. Ça s'est un peu ouvert, ça a un peu changé. Donc ce qui fait, c'est le coup de cœur, c'est le marché, ce qu'on sait du marché en tout cas. Il faut que ça nous plaise. Ok, mais la licence vient souvent avant quand même, encore aujourd'hui dans votre secteur d'animation. Je pense que ça dépend ça dépend de la boîte. Des boîtes et chacun, et c'est ce qui fait que c'est cool aussi, c'est que chaque boîte a sa ligne éditoriale. Moi, j'ai pas de ligne éditoriale, par exemple, mais parce qu'on a un studio assez indépendant et on aime bien l'idée que effectivement on accompagne des signatures en fait. C'est surtout ça. Nous souvent chez nous il faut des univers très forts. Généralement c'est des séries avec un lore extrêmement déployé et très fouillé. Ça c'est ce qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai que on panache un petit peu les projets. C'est que t'as une partie de projet que tu développes quand t'es producteur assez safe, tu vois, où t'as un taux de transformation en série produite qui soit très élevé. Donc effectivement, pour ce type de série, c'est pas mal d'avoir une licence littéraire, tu vois, une collection de livres qui a bien fonctionné, d'aller l'adapter, ou un jeu vidéo, ou ce type de licence. Après, je dirais que c'est à peu près, nous, 75-25%, parce que les 75%, c'est quand même beaucoup de créa originale. Okay. On est donc beaucoup sur des projets... Ou là, tu cherches les personnalités, tu cherches du caractère un peu dans le projet. Voilà, nous, on écrit aussi beaucoup en interne, donc souvent c'est des projets d'initiative à la chouette, mais sinon, on va chercher des signatures graphiques très 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 fortes qui vont permettre de créer un univers singulier, et c'est ce qu'on propose aux chaînes. Après, évidemment, que comme disait Muriel, le premier truc, c'est aussi d'être certain qu'il y ait, encore une fois, un accueil favorable côté chaîne. Donc, selon les moments un petit peu d'ouverture ou de crise du marché, plus ou moins, ils vont être open ou pas à de la création originale. Mais ça, c'est un petit peu l'intelligence aussi des producteurs et des productrices, d'essayer de jauger ça et savoir quand est-ce que, là, faut quand même peut-être arriver avec quelque chose de très sécurisant, ou alors, tiens, ils ont envie d'aller vers de l'aventure, quelque chose d'un peu frais et nouveau, donc peut-être de proposer une création originale. Et parfois, on a aussi des auteurs qui viennent avec leur propre projet très... Pareil, on leur demande la même chose, que ce soit pas formaté, que ce soit vraiment rafraîchissant pour que l'on puisse aussi, nous, se positionner là-dessus. Ok, et tu parlais aussi de l'importance de la proposition graphique, c'est-à-dire que tu mets l'auteur graphique aussi au centre de l'initiation du projet, sur le potentiel du projet, on va dire. Oui, parce qu'il y a des projets, si tu veux, où clairement... ça se fait beaucoup sur le coup de cœur graphique. Ok, pas que l'histoire, le pitch, etc., l'univers. Comme dit un philosophe chez nous, Éric Rouillet, une image vaut 1000 mots. Ce qu'il y a, c'est que derrière, ceci dit, quand tu as le visuel, il y a effectivement tout à créer. Mais ne cherche pas à me convaincre, moi je suis convaincu. De toute façon, c'est effectivement, soit tu pars de l'image et tu vas développer ces personnages, parce que souvent, ça passe quand même par des personnages, et tu vas du coup chercher, construire un univers et sériel, qui va te permettre de raconter plein d'histoires. Et puis, on peut partir effectivement de livres, de choses existantes et la gageure, on va dire, et de vraiment adapter le livre, donc pas forcément le garder tel quel, mais de voir ce qui t'intéresse à l'intérieur. Pourquoi t'aimes ce livre? Qu'est-ce que tu veux en faire? Pour un diffuseur aussi, parce que effectivement c'est primordial, et c'est ça qui guide ton cheminement en fait. Et dans ce cas, l'univers graphique, c'est dans un second temps qu'il arrive. Alors nous, on cherche quand même, je dirais qu'on a un DA interne, mais on cherche aussi par rapport à l'univers littéraire qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut mettre en face, et on cherche assez tôt ça, comme on intègre aussi assez rapidement un réalisateur. Okay.
dans la période de développement, parce que le ping-pong éditorial, enfin littéraire et réalisateur et image est aussi intéressant, aussi parce que il y a beaucoup de contraintes. Donc pour adapter ton personnage d'un livre, par exemple, en 3D, alors nous on fait majoritairement de la 3D chez Blue Spirit, tu peux pas le prendre tel quel, il faut vraiment le retravailler pour qu'il puisse bouger, faire tout ce qu'il veut faire, ou tout ce que tu veux lui faire faire dans les histoires. Voilà. Nous, c'est un peu spécifique, c'est qu'on adapte beaucoup de choses par la nature du groupe auquel Ellipse Animation appartient. Donc j'ai envie de dire qu'une des qualités principales, ce serait que nous, on arrive à ingurgiter et lire beaucoup de BD et de livres. Mais ça fait beaucoup marrer mes filles qui, quand je ramène des lectures, elles disent, elles te posent vraiment des questions sur quelle est la nature de mon métier. On a beaucoup de choses qui arrivent en termes de visuel et littéraire, parce qu'on a les deux en même temps. Donc c'est de là qu'on va partir. On va chercher un univers effectivement graphique, mais aussi une histoire forte, de la comédie. Ça, c'est beaucoup ce qu'on recherche. On va réfléchir beaucoup à la cible, à qui ça correspond, à quel diffuseur, distributeur ça pourrait correspondre avant de se lancer. On va beaucoup réfléchir. Et voilà. Distributeur, tu peux aussi des vendeurs, c'est ce qu'on va parler. Tu peux penser aussi aux copros, aux vendeurs internationaux quand vous le faites aussi. C'est primordial aussi de toute façon d'avoir quelque chose qui va être destiné à un diffuseur français, mais qui va pouvoir aussi se vendre à l'international pour financer la série. C'est primordial. C'est la 3D qui te fait parler. Ah non, mais c'est vrai que, nous, c'est vrai que comme on est en 2D et puis on a pris un parti pris différent là-dessus, nous, on n'est pas du tout dépendant du financement international, mais du tout. Et ce qui nous permet en fait une très grande liberté éditoriale, parce que les copros, moi je suis un peu traumatisée des coproductions internationales. De quoi ? La chance. Oui, non, mais c'est sûr, je le sais, je sais qu'on est très chanceux, mais en fait c'est pas tant une chance, c'est un choix. En fait, c'est très difficile de mettre d'accord plusieurs chaînes de pays différents sur un même contenu. Donc, on a très vite essayé de trouver un moyen de fabriquer une série, quitte à la fabriquer, en faisant des efforts, mais à la fabriquer pour un seul grand diffuseur. Si tu veux, c'est une énorme souplesse et une énorme liberté créative pendant la production. Et ensuite, il y a un circuit de distribution internationale. Mais c'est vrai que j'écoute pas trop ce qu'on me dit de l'Inter, parce qu'en fait, je trouve que ça appauvrit souvent. Pardon, je parle que pour moi, mais je trouve que ça lisse beaucoup, Et les retours que j'ai pu glaner au fur de l'expérience, où on a un petit peu tenté d'avoir des retours, des feedbacks à l'Inter. Honnêtement, ça m'a fait monter la moutarde. Je me suis dit c'est pas possible. C'est le grand écart, parfois. Et puis c'est trop difficile. Tu te retrouves un petit peu dans une situation inconfortable avec tes auteurs, avec ton réal, où du coup, s'il y a pas une synergie complète et totale entre les chaînes différentes, donc c'est une catastrophe assurée. Ouais. De mon donc point tu de vue. l'amènes tout fait sur le marché plus tard plutôt que de le prévendre et tu vois s'il trouve preneur. Quand tu peux te le permettre. Après, il y a des projets Les beaucoup miens. plus chers. Voilà. Et la chaîne n'exige pas que ce soit un projet international. La chaîne française, Non, en jamais. l'occurrence, Nous, d'accord. on n'a jamais eu cette demande, au contraire. Ok. L'objectif, en fait, est de vendre la même série à plusieurs diffuseurs. Parce que ce qui se passe aussi, là je te parle en tant que diffuseur il y a longtemps, c'est que quand tu veux produire ta série et que tu as besoin de financement, tu peux faire certains compromis, etc., au moment de raconter ta série. Ce qui donne derrière des choses effectivement très compliquées. Mais ça peut être un bon exercice aussi. C'est un exercice. Non, mais de toute façon, on finit par y arriver. Chez Blue Spirit, on travaille, sur, notamment les borrowers. J'ai 2 diffuseurs. Un diffuseur, j'ai TF1 en France et l'ARD en Allemagne. Et ça se passe très bien. On a, dès le départ, fait des réunions ensemble pour poser la série. Enfin, en tout cas, ce qu'on voulait de la série. Et donc, il n'y a pas de distorsion. Mais il y a des diffuseurs qui, effectivement, travaillent très bien ensemble. Oui. Et ça se passe dans ce cas-là merveilleusement bien. Et ça, c'est sûr. Et puis, c'est nécessaire pour certaines séries. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est simplement que il y a un confort de travail. C'est ça. Je le comprends. Non, mais même cette liberté aussi. C'est une liberté. Mais c'est que moi, j'ai quand même vécu, mais par le passé, des séries où, du coup, la série avait pas été vendue de la même manière à différents diffuseurs. Waouh, c'était laborieux quand ça se passe bien. Et comme tu dis, en fait, le but, c'est de faire un pacte dès le début sur un premier projet. C'est tout à fait ça. Comment s'organise le développement des projets dans votre entreprise? Les process, on va dire. Moi, c'est un petit peu particulier, je pense, parce qu'encore une fois, on est une société de taille assez moyenne. Le développement n'est pas structuré d'une manière américaine ou quoi. C'est assez simple. C'est un petit cocon vraiment qui travaille. Donc des auteurs littéraires, graphiques, parfois réels, parfois pas réels. Ça dépend du projet. Et peut-être un scénariste que l'on prend pour compléter l'équipe de développement d'un projet. Okay. Mais voilà, c'est très resserré au début. On travaille entre 6 et 12 mois par projet.
peu près, en développement, parce que c'est important de le laisser un petit peu de côté quelque temps, y revenir un petit peu plus tard. Donc on a une politique de développement où il y a beaucoup de projets en développement pour faire ce petit roulement. Et ensuite, la manière qu'on a de travailler, c'est que selon chaque projet, on définit un cahier des charges de choses à produire. Parfois, sur un projet, une pré-bible littéraire avec un script et quelques designs suffisent. Parfois, sur un autre projet, s'il y a un challenge plus important de développement et d'adaptation, pour prouver vraiment l'effort d'adaptation, faut faire un petit trailer, faut aller un petit peu plus loin, faut faire plus de script, etc. Ça rentre toujours dans les 12 mois de développement ou ça peut prendre plus longtemps, du coup, j'imagine? Ça peut déborder. Il y a des projets qui débordent beaucoup. Hein. Okay. Il y a des projets, en fait, chaque projet a sa vie, en fait. Ouais. Il y a des projets qui, à un moment même, peuvent carrément être annulés, puis revenir 2 ans plus tard. Enfin, nous, on a tout connu, de toute façon, depuis qu'on a démarré. Le cycle d'un projet est très différent d'un projet à l'autre, en fait. Il y a des projets qui se développent en 3-4 mois et qui se lancent. On a eu ça, nous. Et après, il y a des projets où c'est quand même assez tumultueux, un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué sur des adaptations, puisqu'on est beaucoup plus nombreux, en fait, à travailler sur le projet. Donc, plus d'avis à prendre en considération. T'as des ayants droit, t'as les auteurs, évidemment, de l'œuvre d'origine que t'as envie aussi de convaincre. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps psychologiquement aussi de les amener à là où t'as envie de les amener. On peut être jusqu'à une dizaine, mais c'est le grand maximum, parce que, très honnêtement, moi, je suis plutôt partisane des développements à toute petite équipe. Après, nous, on fait pas d'atelier d'écriture en développement. Chaque développement est quand même attaché à un auteur littéraire et graphique qui ont la main, qui gardent la main tout du long de toute façon et qui deviennent les showrunners, en fait, du projet. Du coup, on les laisse quand même pas mal tout seuls, le temps nécessaire de mûrir le projet. Nous, ça dépend beaucoup du projet, bien évidemment. On a pas mal fait de projets en coproduction avec des producteurs étrangers. Ouais. Dernièrement, on a fait Coupe Troupe avec les Irlandais 16 South. C'est un projet qu'ils nous ont amené, que eux ont fait un premier développement et on a fait un deuxième développement avec eux pour une chaîne de télé. C'était France Télévisions. Il y avait une base, on va dire. Après, c'est vraiment, ça dépend donc du projet. Mais on a beaucoup investi l'écriture. On a travaillé avec eux. On a créé une petite équipe de scénaristes, petite, mais comme le projet avait déjà eu un développement, on a continué ce développement pour la chaîne. Après, on le fait évidemment si c'est une adaptation, il y a plus de monde et les ayants droit effectivement qui s'investissent aussi ou que nous on a envie d'investir dans l'équipe. Parfois ils n'ont pas du tout envie, donc hop ils nous déposent leur bébé on va dire et puis ça peut être pas mal, peut-être plus facile. Je ne sais pas, il y a des ayants droit quand même qui sont plus souples que d'autres. Et puis quand c'est un projet original, pareil, une petite équipe, un scénariste ou deux, le directeur artistique, on en a un aussi chez nous. Enfin, ça dépend vraiment du projet. Et comme a dit Mariam, il n'avance jamais finalement vraiment comme nous on l'a envisagé. Les plannings, le mot qui fâche, mais en même temps le mot qui... ça c'est le scénariste qui parle. La productrice dirait, évidemment qu'il faut un planning, mais le planning, il valse non-stop. En développement, honnêtement, c'est clair. Il n'y a pas vraiment de planning à imposer. Un planning serait contre-productif en développement. De toute façon, c'est un peu la schizophrénie pour moi de ce travail, puisque ça fait 5 ans que je suis vraiment en prod. Donc, j'ai découvert le planning, moi, à ce moment-là. Il y a cette chose en prod où il y a cette envie d'aller vite, d'avoir un mouvement et d'avoir un rythme. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, de rythmer aussi les développements avec les auteurs littéraires ou graphiques, de faire du ping-pong et d'être toutes les semaines. Enfin, voilà, vraiment d'avoir des rendez-vous. Parce que c'est aussi quand on est dedans que les choses avancent. Et en même temps, tu te rends compte que il y a un moment donné, il y a le temps qui s'étire. Et du coup, on est toujours en train pas de reculer, mais d'avoir un temps de latence, en fait. Il y a toujours des temps de latence, en fait. Qui est nécessaire, indispensable. Qui est nécessaire, tout à fait. Faut se presser tranquillement. Faut qu'on jongle un petit peu. Non, mais c'est ça, on jongle. Le planning, il est nécessaire, on dépense de l'argent. Non, mais tout à fait. Et on en a besoin, puisqu'il faut mettre des productions, là, j'ai l'impression de vendre le planning, je suis le mauvais élève du planning, absolu. Mais dans la phase de développement, en tout cas, c'est, très rapidement, ça doit être assez secondaire, parce que tout à fait. Tant que c'est pas prêt, c'est pas prêt. Pardon, d'ailleurs, je parlais de planning, mais pas celui du développement, en fait. Moi, c'est celui de l'écriture derrière. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a le planning, une fois que c'est vendu à la chaîne, il y a un autre planning qui rentre en compte, qui est celui des rendus, qui du coup est beaucoup plus... Ouais. Là, c'est autre chose. Celui-là, on va le respecter. On essaie de mettre du rythme parce qu'il faut avancer, mais on sait très bien que le planning de développement, il est là pas pour être joli, il est là juste pour caler des dates. Et puis, on voit si on est dedans. Nous, par contre, sur les délais, ça peut durer 3 ans de développement, comme... Si moi, je suis un peu
j'ai un peu Oui, moins mais vu. T'as malheureusement. différents types de développement. T'as ton développement interne, en c'est ça. interne. Et après, une fois que t'as un partenaire intéressé, une chaîne, là, tu repars sur un Ah, développement. moi, en interne, Donc, j'ai là- déjà vu 4 ans, moi. Ah oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. On a tous ce rêve de faire un développement en 1 an, tu vois, les prévisions. Allez, 1 an de développement. Je le sens là, je le sens. Bah oui. Mais en fait, c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'équipe de développement, c'est les fondateurs. Enfin, Ouais. on met les mains vraiment dans la pâte. Le développement, c'est souvent des gens qui sont en interne parce qu'en fait, ça coûte cher. On le finance mal. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des scénaristes parfois qui me disent, ah, mais vous recherchez pas des scénaristes pour les devs. Et t'es là, tu fais, bah ouais, mais l'ennui, c'est que c'est cher, en fait, c'est compliqué. C'est pas faire pour le faire absolument. Bon, même si évidemment, moi, ça me fait plaisir d'écrire. Mais c'est-à-dire que on est un peu forcé parce que c'est un investissement que fait un producteur en amont seul. En risque, Et ouais. d'ailleurs, c'est la preuve. Là, tu vois, la table ronde, on écrit tous, en fait. C'est hyper important parce qu'en fait, en développement, si t'écris pas, toi aussi, en tant que producteur, Il faut de la trésor. aujourd'hui, pour payer c'est les- beaucoup de trésor. Ouais. Beaucoup. Pour payer des scénaristes. Ok, ensuite on arrive, donc vous avez trouvé un diffuseur. Là, ça y est, on y est. Ah. Des partenaires et tout. Ah, c'est Et là, la que fête. devient le process? Généralement, on met en place avec la chaîne un planning et un budget de développement. C'est nous qui proposons généralement ce que l'on souhaite faire pendant cette période de développement, généralement de 12 à 24 mois, hein, ça peut aller de 1 à 2 ans. Généralement, dedans, il y a une nouvelle version de Bible littéraire ou même plusieurs, quelques scripts où on prend le temps d'explorer différentes structures d'épisodes potentiels pour trouver la bonne formule en fait ensuite pour la prod. Il y a du développement graphique, parfois un petit teaser ou un test d'anime mais pas toujours, parfois une animatique d'épisode mais pas toujours. Ça dépend vraiment des chaînes, chacun a un petit peu son cahier des charges aussi en fait de son côté. Mais souvent on nous demande en fait plutôt au producteur ce qu'il a envie de mettre dedans. Cette étape-là elle est primordiale, ça permet vraiment de se mettre d'accord avec nos interlocuteurs et d'être parfaitement sur la même longueur d'onde et d'inclure aussi la chaîne dans le process de développement qui fait partie du Et projet. à ce moment-là, le nombre d'auteurs, il passe de 1 ou 2 à combien, par exemple? Pas énorme, hein. Honnêtement, en Non, dev, pareil, il reste à C'est les mêmes, mais un ou deux. Ok. Ouais, peut-être Ouais, un peu un plus ou parfois, mais Bah, rarement. En fait, ça dépend combien de scripts la chaîne te demande, Oui. en fait. 6 sinos, 6 scripts, donc t'as 12 textes en tout. Ça dépend de la chaîne, en fait. Et du format. C'est vrai que nous on fait principalement du 52 x 11. Mais donc, ça dépend vraiment de la chaîne. Parce que parfois, ces 3 scripts de développement peuvent suffire. Mais la plupart du temps, souvent vraiment une animatique, ça c'est certain. Les animatiques. Parce qu'après, il faut que les chaînes puissent voir comment ça s'applique Ouais. du scénario à l'image, Comment et ça bouge. le talent du réalisateur derrière, et voilà. Non, moi, c'est un peu particulier. J'ai fait pas mal de séries où il n'y avait pas cette phase-là. C'était le dev, c'est vendu, c'est en prod. Et après, parce que moi, j'ai toujours 3 chaînes au minimum, on essaye de faire en sorte que tout le monde voit la même série. Mais on est en prod. Donc il n'y a pas de co-développement, en fait. Alors maintenant, j'ai ce confort-là sur certains projets. Je découvre, c'est assez formidable. Mais ça n'a pas été mon quotidien jusqu'à maintenant. Par contre, j'ajoute juste que pendant le développement avec la chaîne, généralement, quand même, on inclut de nouveaux scénaristes qui vont être un peu les locomotives pendant la prod. Donc nous, c'est vrai que, C'est l'idée. voilà, généralement, Ouais. on a quand même, je sais pas, 3-4 scénaristes qui viennent quand même pendant le développement, avec qui on crée une première équipe forte pour pouvoir ensuite en prod vachement miser sur ces personnes-là qui auront la série bien entre les mains, en fait. Qui C'est ça. l'auront lancé aussi. Ok, ouais. oui, oui. Ce qu'on sait aussi, c'est que le premier scénario que t'écris est pas forcément facile à faire. Le deuxième, un peu plus facile. Le troisième, tu commences quand même à choper tes personnages, à choper l'univers, etc. Donc, on a plutôt intérêt, enfin, je parle pour moi, mais à avoir des scénaristes qui écrivent 5, 6 scripts. Parce que ils rentrent dans la série et ça va, je dirais, beaucoup plus vite. Et puis, ça va beaucoup plus vite à trouver des idées. Donc, on essaye, avec tout ce qui se passe autour, etc., d'avoir plutôt des équipes de, je dirais, 8 scénaristes, 10 scénaristes. Une fois que ça part Pour le en 52. Pour le 52, Oui. pardon. Parce que sur du 26 x 26, tu veux. Ah bah enfin, oui, c'est non, beaucoup. non. Ouais. Puis ça va bouger. Ce qui Ça est peut intéressant, varier, c'est d'intégrer aussi un junior. Oui. Ça va demander plus de travail, mais c'est toujours hyper intéressant. Puis quand ils en ont écrit 4, 5, 6, 7, 8, après peut-être qu'ils ont besoin de passer à quelque chose d'autre, donc ils vont, Oui. et on a besoin de faire rentrer du 109. Là aussi ça, ok. Oui, puis ça, c'est aussi pas mal le directeur ou la directrice d'écriture qui va un peu composer son Exactement. équipe en fonction du planning qu'elle a aussi à tenir. Donc parfois, il y a quand même des séries sur lesquelles il y a plus de scénaristes, hein, quand même. Ouais. De rester sur 8, c'est bien, mais c'est vrai que pour respecter le planning, qui honnêtement est quand même hyper rapide, quoi. Les délais sont quand même très serrés, de plus en plus. Donc c'est un numéro un peu d'équilibriste à trouver. Dans les jeux vidéo, souvent ils ont ce sujet où vers la fin ils vont prendre je sais pas combien de personnes qui vont coder les derniers mois pour essayer d'avoir un jeu montrable parce Bah, que nous, tout c'est pas s'accélère. forcément à la fin, Ben d'ailleurs, non, j'ai non, envie tu de peux dire. pas avoir un rush final, il faut qu'il soit Bah non. tendu tout le long. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est une constante. Il n'y a pas de rush final en Il animation. y a le Ah, moment de, alors je parle encore du 52, mais il y a le moment où on arrive aux 26 épisodes où là t'as un creux souvent. ventre mou. où, Qu'est-ce que je vais raconter? voilà, qu'est-ce qu'on va encore raconter?
volonté, etc., etc. Donc c'est là aussi le 109 est pas mal aussi parce que ça renouvelle. Là, sur les 3 mousquetaires, moi j'ai une directrice d'écriture qui a réussi à avoir une petite équipe. Malgré un planning très tendu. Et elle a réussi ça. Moi, j'y croyais pas. Elle a réussi. Hein, donc, moi, j'étais plutôt partisan d'avoir beaucoup plus de scénaristes, mais bon. Dans ces cas-là, c'est le directeur de la directrice qui va chapeauter, finalement, choisir combien de scénaristes, quand, comment, qui va faire ça à tambouille. Oui. Tant qu'elle est dans les clous. Il est aussi garant du planning. Bien sûr. Ouais. Ok. Dans l'idéal. Oui, dans l'idéal. Mais c'est aussi partie de son job. Oui, je suis et d'accord. puis c'est important pour le DIRDEC d'avoir des scénaristes choisis par lui ou par elle en fait. Ouais, parce que c'est vraiment des habitudes de travail. C'est important quoi. Après on rush pas parce que si tu veux il y a aussi la chaîne en face et la chaîne elle va pas te faire des retours plus rapides. Si tu lui envoies 10 textes par semaine, elle aura pas le temps en fait. Tu vas même te fâcher. Oui, Ouais, aussi. Donc non, nous on n'a pas d'intérêt non plus à rusher au bout d'un moment, c'est juste de trouver un bon rythme. C'est ça, c'est de trouver le rythme. C'est un marathon, en fait. Et c'est que parfois c'est plus difficile, notamment quand tu multiplies les chaînes, ça devient très 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 lourd à gérer. Encore une fois pour le poste de DIRDEC, beaucoup. L'aller-retour entre validation et développement. Traduction. Et puis la traduction, voilà. Faut renvoyer à la chaîne après, soit en Allemagne, soit en Angleterre, pour validation à nouveau. Les vacances des uns des autres. Tu vois, Les marché d'Annecy, le MIP, le machin. pour l'avoir fait sur quelques séries, honnêtement, moi j'avais mal au bide tout le temps, quoi. En me disant, mais oulala, si t'as des retakes là, ça veut dire qu'il faut que tu les fasses toi-même. Enfin, c'est affreux. Hein. Revenons sur un truc un peu plus léger. Oui, pardon. Je me suis laissée Ah non, mais il faut. embarquer par mon trauma. Tout va bien. Quels sont les retours que vous faites le plus aux scénaristes sur les projets qu'ils vous soumettent? Non, merci. Et moi, je vais être honnête. Ah bah oui, oui. Enfin, la plupart des choses que je reçois comme ça, sans les avoir sollicitées ou machin, c'est non merci. Moi, l'intérêt que j'y vois la plupart du temps, c'est je me dis, il y a une belle plume. Ok. Le projet, je le vois ni dans le marché, ni... Enfin, j'ai pas la science infuse, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, le projet. Je dis que moi, je le vois pas pour moi. Par contre, des fois, je me dis, j'aime bien le style, j'aime bien l'écriture, j'aime bien c'est marrant. Voilà. Et donc, tu aurais envie de tester ce scénariste? C'est ce que je fais. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc, ça fait un projet, tu vas pas forcément le faire, bien une évidemment, parce qu'il y en a rencontre. beaucoup, mais c'est une carte de visite. Moi, c'est ce que je dis souvent Ouais. aux jeunes Mais scénaristes. oui, c'est ce que, ouais. Écrivez, balancez. Il y a 99 chances sur 100, même peut-être plus, qu'il ne verra jamais le jour, votre projet. Et pour autant, Mais vous existez. Voilà. Mais vous oui, existez. oui, c'est ça. En Oui, fait, oui. c'est ça. Se faire connaître. c'est intéressant de dire que c'est pas parce que le projet n'a aucune chance d'exister qu'il faut pas le faire. Mais surtout pas. Non, il faut travailler, il faut Et si un s'entraîner. scénariste, il ne vit que par un projet, qui change de métier tout de suite. Ça dépend aussi de qui te soumet un projet, évidemment, de son expérience, tout ça. C'est vrai que globalement, en tout cas nous, chez nous, on n'est pas en recherche de projets extérieurs, généralement, parce qu'on en a déjà beaucoup en interne et on est staffé en interne pour développer les projets en fonction du marché qu'on maîtrise quand même pas mal. Après, on ferme pas forcément la porte. Moi, je leur ouvre d'autres petites portes en leur disant peut-être que, parce que souvent, ce sont quand même de jeunes auteurs, des projets pas assez mûrs, souvent pas assez audacieux, qui veulent trop respecter une construction de série, mais qui se faisait il y a 20 ans. Et souvent, c'est en décalage par rapport à ce qu'aujourd'hui, on recherche pour les chaînes d'aujourd'hui. Qui veulent rassurer leurs prospects, aussi rassurer les producteurs, dire regardez, Ouais. je connais le marché, donc peut-être que ça devient trop formulaïque, du coup, je sais Mais pas. ouais, je pense. Du coup, c'est dommage parce qu'en fait, nous, ce qu'on va chercher auprès de projets nouveaux comme ça qui nous sont soumis, ça va être ce que l'on fait pas. Donc de la fraîcheur, un autre point de vue, quelque chose de vraiment complémentaire à ce que l'on a déjà nous en interne. On peut pas vampiriser un projet par un autre. Ensuite, souvent, ce sont des projets un peu verts. Donc on leur propose, nous, d'aller plutôt demander une aide à l'écriture au FAIA du CNC, de le tester au Cartoon Springboard, en fait de prendre plus de temps de développement déjà de leur propre idée. Avoir un producteur trop tôt sur un projet, c'est pas très intéressant en fait pour l'auteur parce qu'on va le Moi, j'ai formater. beaucoup entendu l'inverse. J'ai beaucoup entendu si votre projet est trop travaillé, le prod aura plus sa place dedans et donc ça l'intéressera plus. Après, c'est peut-être plus en prise de vue réelle, peut-être qu'en animation, il faut plus se rassurer avec plus d'éléments, je me rends Non, pas c'est compte. pas, non, c'est, Ben- enfin, là, pour le coup, je trouve que c'est pareil. S'il arrive avec un projet hyper travaillé, hyper formaté, le prod, il trouvera pas sa place, mais parce que vous avez une... Ça dépend de la boîte aussi. Oui, c'est ça, oui. c'est ça, ça dépend beaucoup de la boîte. On en revient à ça tape dans l'œil ou pas, en fait. Ouais, oui, c'est ça. oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est souvent ça, c'est Oui, qu'on est ouais. obligé de voir ce qu'on a en stock chez nous, en train de développer, on dit ça correspond un peu à ça. Malheureusement, c'est pas bon pour nous. Par contre, t'écris bien, donc c'est une rencontre et ça peut nous intéresser. La rencontre. Oui, un ton. Voilà, une un patte. ton, c'est ça. Après, quand c'est des scénaristes ou des auteurs plus chevronnés, et ben justement, généralement, ça se fait aussi. C'est très différent. Il y a ouais. des cas où on nous propose des projets et où on les développe en fait. Ok. C'est simplement que lorsque le projet, comme tu disais, il est pas vraiment sollicité, on n'a pas fait, nous on fait pas d'appel à projet, enfin je crois que personne n'en fait en réalité, parce que le développement c'est quand même une affaire
assez spécial où ça demande un savoir-faire quand même qu'on a mis plusieurs années à mettre en place. C'est difficile de proposer une création originale à un producteur en fait en France. C'est vraiment, faut se poser les bonnes questions. Déjà quand tu t'adresses à un producteur, regarde un petit peu au préalable ce qu'il fait déjà. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus chiant, honnêtement, que de recevoir un projet où tu vois en copie toutes les autres boîtes de la place de Paris. Moi, j'ai déjà eu ça. Copie cachée. Oui. Et c'est pas très engageant, quoi. Le projet doit être adressé à une boîte et ne doit pas partir partout. Et au moins donner le sentiment à la boîte que c'est pour elle, quoi. Et c'est ce qu'on dit quand oui, on c'est dit ça. on a un coup de Faut nous donner cœur. envie aussi. Ouais, mais au-delà de la boîte, c'est son public d'abord. Oui, il y a la boîte, mais parce qu'évidemment, tu vas pas te dire j'écris un projet pour une boîte. Enfin, et je me dis d'abord savoir pour qui tu écris ce Non, mais projet. tu l'écris pas Oui. pour une boîte, mais tu peux le proposer à une boîte qui a le plus de chances de Oui. l'accueillir. Bah, tu ça vois. c'est sûr. Non, mais Bien oui, sûr, mais c'est bien sûr. Des fois, c'est vrai que tu reçois des choses où tu te dis mais pourquoi moi en fait? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais Et en fait, pourquoi pas? Parce aussi- que sinon, aussi- non, mais c'est aussi hyper intéressant de se dire tiens, cette boîte, elle a pas fait ça, mais peut-être qu'à un moment donné, elle aurait envie de faire Mais justement, autre chose aussi. c'est ce qu'on est en train de se dire. Ouais. C'est qu'en Ouais. fait, il faut que ça soit complémentaire. En fait, c'est très exactement ça. Moi, en tout cas, mon point de vue, c'est que si tu es jeune auteur, tu as un projet auquel tu crois, Oui. Que tu as développé, tu y as mis beaucoup d'énergie, etc. Tu penses vraiment qu'il y a un public, tu as bien précisé ça dans ta note d'intention, bah, propose-le à une société de production qui n'a pas déjà sur son site internet un projet déjà identique. Ah oui, ça on est d'accord. Et Ouais. ensuite, moi je leur demande pas forcément de connaître absolument tous les rouages de ce métier que moi j'ai mis moi-même 15 ans à comprendre. Par contre, un minimum d'avoir de la cohérence dans le dossier, que ce soit bien écrit, que ça soit limpide, qu'on sente qu'il y a une vraie patte, une vraie signature qui donnera lieu peut-être effectivement à une collaboration en tant que scénariste dans un premier temps avant de produire un projet, parce que produire un projet c'est quand même une décision très forte pour une boîte. Et je parle pas encore des dossiers ChatGPT, c'est encore un autre délire avec les images mid-journée où là, moi c'est la poubelle directe quoi. Je fais même pas de retour honnêtement, j'en fais pas. J'estime que si la personne n'a pas fait l'effort d'écrire, je vois pas pourquoi je ferais l'effort de répondre. Donc un truc qui revient souvent quand même, c'est que ça manque de développement, t'as le sentiment quand ça t'est envoyé. De développement non, parce que c'est vrai que ça c'est aussi notre boulot. De cohérence. Mais en fait, au moins d'un discours. Oui. En fait, il faut quand même que ça soit au premier degré, que l'auteur croit en son idée, essaie de nous convaincre en fait. Pas de toute façon, vous voulez que de la comédie avec, je sais pas, un truc de magie. Bon bah vas-y, je vous ponds n'importe quoi. De toute façon, vous Pas des envois cyniques, genre c'est pour les enfants, mais de la magie et des machins. et ça. Exactement. Ouais. Il faut qu'il y ait un point de vue, quelle que soit la série, même si c'est du cartoon ou autre chose, il faut qu'il y ait un point de vue de l'auteur, de toute façon. Ce qui est le b.a.-ba de toute façon, de toute écriture, que ce soit pour le coup en live ou en animation. En animation, on a quand même besoin aussi, même si on fait du divertissement, on a quand même besoin d'avoir un point de vue. Enfin, en tout cas, chez nous, on a adapté le jeu Milborn en Milborn Challenge en série. C'est de la comédie-aventure, mais on a quand même cherché à raconter quelque chose. On s'est posé la question, c'est en filigrane, c'est vraiment très léger, mais c'est qu'est-ce qu'un champion? C'est quoi, quand tu participes à une compétition, elle est où ta place? T'es fair play, t'es pas fair play? Donc on a constitué des équipes qui avaient chacune leur manière d'envisager la compétition. T'avais bien entendu donc les fair play et ceux qui veulent gagner à tout prix, les tricheurs, mais qui payent toujours parce que bon, il faut les faire payer. Et ça veut pas dire forcément avoir une bible littéraire extrêmement longue ou surtout quoi. pas, j'allais non, dire, surtout pas. Moi, vaut mieux un truc j'allais terminer là-dessus. court, bien. Que ça soit concis. Pour avoir une réponse rapide, en Oui. tout cas, il faut que ça soit concis. Bien développé, on le fera ensemble. Ouais. Oui, Mais oui. exactement. Et une cohérence graphique et littéraire. Moi, c'est souvent quand même que les deux arrivent en même temps. Ah ouais, alors nous, c'est pas souvent. Des dossiers avec du littéraire et du graphisme, ce Ah qui ouais. permet d'avoir une idée. Des scénaristes qui envoient des scénarios directement, ça arrive plus en live. Ouais, mais ça, c'est, je trouve, une obligation. Enfin, une obligation, non, mais ça, c'est raide, je trouve. Souvent, on veut pas l'un ou l'autre. Moi, pour le coup, là, je trouve que l'intelligence artificielle, elle est pas mal. Parce que un scénariste pur, il peut faire juste des images de moodboard. Toi, pour le coup, t'es pas contre Oui. l'IA sur la Mais partie non, dev. des images de moodboard. Moi, j'aime autant que ça soit des images de l'IA. Oui, mais si c'est bien présenté comme étant Ah, du faut que ça soit bien moodboard, fait. tu vois. Ah oui, oui, Mais oui. encore une fois, il faut que ça soit inspiré. Dans ce cas-là, effectivement, comme outil pour un auteur littéraire qui a Ah, besoin uniquement un littéraire, petit pour peu moi, de ouais. montrer ce qu'il a en tête et en mettant que c'est un moodboard, je veux bien. Moi, je te parle vraiment de projets reçus. Ah bah ça, c'est quelle horreur. Avec, C'est scandaleux. tu vois, l'affiche, où tu vois pas les 6 doigts, mais presque, où du coup, c'est un peu compliqué. Parce qu'à la limite, si c'est bien affiché en amont, ça me gêne moins. Et toi, tu dis, Olivier, que quand vous recevez les deux, à la fois une proposition graphique, une proposition de texte, il y en a toujours un des deux qui vous conviendra Oh, pas. c'est- pas toujours, mais ça peut ouvrir d'autres fenêtres de problèmes. Exactement.
Mais en même temps, ça permet d'avoir une idée rapide. Moi, j'ai eu rarement de dossiers qui arrivaient faits par l'IA, ça c'est certain, et sans images rarement aussi. Mais plus en live d'ailleurs, hein, je pense que tu peux faire plus facilement des moodboards en live parce que tu as besoin d'un support complémentaire, alors qu'en animation, déjà, moi ça me gênerait un peu de recevoir des dossiers comme ça parce que j'ai envie de voir quelque chose d'original par rapport à ce que la personne va défendre en face. Moi, je préfère un moodboard ou même avec les références d'un film, d'une série, d'une photo, d'un bouquin. Il faut que ça soit bien affiché, il faut que ça soit bien il faut que ce soit bien choisi. Mais ça peut être dangereux. Ça, c'est hyper intéressant. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui a inspiré le scénariste ? On est fermé à rien en fait, faut juste ça nous tape dans l'œil. Comme on disait tout à l'heure, la surprise, quoi. Il n'y a pas de technique pour ça. Aucun d'entre vous n'a jamais produit un projet d'un émergent qui vous a envoyé un projet comme ça dans votre boîte mail. Jamais. Non. Et c'est donc, vrai ce qui m'amène que- à la question suivante, c'est quelle est la démarche que vous conseillez à ces auteurs ? Par exemple, déjà, faire quand même leur projet parce que ça monte, ça fait une carte de visite, mais au-delà de cette carte de visite, qu'est-ce que vous conseillez comme approche aux auteurs émergents pour rentrer dans le secteur ? Alors déjà de regarder des dessins animés, parce que c'est bête, mais c'est souvent un petit peu ce qui manque, c'est aussi la culture. la culture un petit peu du dessin animé en France. Là, ça déjà, c'est le b.a.-ba. Puis ensuite, c'est quand même d'écrire, de réécrire, de lire beaucoup de bibles, de projets, parce qu'en plus, c'est facile aujourd'hui d'avoir accès à beaucoup de matériel littéraire et graphique de séries à succès. De connaître son public aussi, quand même. Enfin, Oui, d'avoir envie si on de écrit parler un aux projet enfants. preschool et on met, soit de la violence, non, il y en a pas en jeunesse, mais du second degré pour un projet preschool, ça marchera pas. Là, on est sur les approches éditoriales, je veux dire, les connaissances du marché. Maintenant, je passe plus dans les approches professionnelles, dans l'approche de comment s'insérer dans le secteur. oui. Il faut rentrer dans une chaîne d'écriture avec un Oui. directeur d'écriture. Moi, je conseillerais la coécriture. Mais ce que tu disais sur proposer des projets, c'est Je trouve ça super moi. c'est top. Et puis se dire, je vais rencontrer et insister pour rencontrer la production aussi. Enfin, moi, ça m'arrive de rencontrer des jeunes, je les connais pas, mais je me dis, tiens, il a fait l'effort Ah oui, je de suis d'accord, m'appeler, de m'envoyer un mail, de me demander un rendez-vous pour boire un café. J'ai une demi-heure. Oui, je lui consacre une demi-heure. Enfin, vraiment, ça, c'est intéressant. À Annecy, d'aller à C'est ça. Annecy. Le festival d'Annecy, ouais. Mais oui, le festival d'Annecy, c'est intéressant s'il y a une soirée, j'en sais rien, d'y aller. Enfin, il faut sortir de chez soi, il faut rencontrer les Et gens. pas lâcher l'affaire, quoi. Ouais, et pas lâcher l'affaire. On est très occupé, mais en même temps Très ouvert à la rencontre. abordable. Donc, Oui, quand même. C'est comme tout démarchage commercial. Hein. Faut sonner, et on t'ouvre pas à chaque fois. Faut y aller, quoi. Ok. Après, en étant très transparent, c'est vrai que de cette manière-là, c'est très difficile de vendre un projet. Quand t'es personne et que t'arrives et que tu veux directement vendre un projet à un producteur, on va être honnête, on peut conseiller tout ce qu'on peut conseiller, mais c'est impossible. Donc, Olivier disait par exemple essayer de se mettre sous l'aile d'un directeur d'écriture. Mais oui, qui mais disait- c'est vrai. C'est la personne à rencontrer. Ou en co-scénariste. Il faut travailler, se faire connaître, et puis souvent quand tu relis 5 ans après tes projets que tu comptais envoyer, tu les fous à la poubelle, ouais. Ouais. Et puis souvent, quand tu intègres une boîte de prod comme ça, en tant que scénariste ou dire-deck, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là de proposer un projet perso. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. Ouais. Souvent, les projets extérieurs qu'on a pris, c'est quand même des projets de personnes qui travaillent avec nous, qui connaissent notre culture d'entreprise. Ça tu j'en ai vois. moi, ça j'en ai. Voilà. Et là, oui. Et ça semble pas fou quand même. Tu sors du CAP de coiffure, tu vas pas directement t'estimer provo, ouvrir 500 salons de coiffure, devenir une référence de... Il y a un chemin quand même. C'est possible pour des petits projets. Moi, je crois beaucoup, parce qu'en plus, je suis à la commission Fayet du CNC, donc je vois qu'il y a des projets qui sont développés, qui sont malins, en fait, qui sont des petites économies, c'est pas d'énormes risques pour un producteur. Donc du coup, sur ce type de petits projets un peu ciblés niche, c'est plus simple de faire sa place, je pense, quand t'es jeune auteur, que lorsque c'est vraiment la grosse série 26x26, feuilletonnante, ado-adulte. Waouh! Et là, t'es là, tu fais, mais c'est compliqué quand même. Le petit conseil, moi, que je donnerais, c'est commencer à écrire pour de la mini-série, des choses simples à financer, une écriture en plus beaucoup plus justifiée d'aller chercher chez des jeunes auteurs. Les personnes qui sont là depuis 25 ans, même si on les adore, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la même fraîcheur que quelqu'un qui sort d'école aussi. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour écrire, évidemment, mais à 20 ans, t'écris pas les mêmes histoires que quelqu'un qui a déjà 20 ans de métier dans l'industrie. Donc, faut en faire sa force et de concevoir un projet spécifique, justement, que quelqu'un qui a 20 ans de métier ne pourrait même pas penser, en fait, à développer. C'est pour ça que nous, on commence à avoir des auteurs qui viennent du web, Oui, voilà. qui ont fait leur petit truc dans leur voilà. petite économie, avec une énergie et sans délai d'attente, enfin des délais qui sont pas les nôtres, et qui existent. Il faut exister. Il faut faire ses projets et Oui. je pense rentrer sur des séries, enfin tenter de rentrer Oui. en écriture sérielle d'épisodes et même être co-auteur. Enfin moi je crois beaucoup. Pour le coup, donc moi j'ai été scénariste à 50 ans, hein, donc la seule différence c'est que comme j'étais dans le milieu, voilà, on se connaissait, je connaissais un peu tout le monde, mais ce qui ne change rien sur le travail. Hein. Mais en tout cas, un conseil qu'on m'a donné, c'est
coécrit. Par rapport à ce que tu disais, un jeune auteur et un auteur plus chevronné, eh ben, il y a un échange d'expériences qui peut aussi fonctionner. Alors, tout le monde ne le cherche pas, je dis pas que c'est la seule solution, mais pour un jeune auteur, moi, je trouve que, même si c'est pour un temps, c'est un temps d'apprentissage. C'est un peu comme le compagnonnage. Comme le compagnonnage de la Cité des scénaristes, ouais. Il faut aller là où sont les scénaristes, les rencontrer. Et les directeurs d'écriture aussi, parfois, adjoignent un scénariste à un autre scénariste, ou un jeune scénariste qui rentre sur une série qui va avoir plus de mal à écrire, c'est plus long, etc. On va lui proposer d'écrire avec quelqu'un, si ce quelqu'un le veut. C'est aussi un chemin qui est intéressant. Et l'autre point d'entrée, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment les salons ou les aides qui sont ouvertes en fait justement à de jeunes auteurs ou autrices qui en fait permettent quand même de mettre la lumière sur leurs projets. Et souvent, ça donne aussi envie à des producteurs d'aller les chercher. Moi, je le vois via le Faya, via le Cartoon Springboard. Pareil, on voit bien que les projets qui sont présentés souvent sont ensuite accompagnés par des producteurs. Il y a des tremplins. C'est aussi des moments de rencontre avec quelques producteurs qui sont aussi là pour chercher des nouveautés. Et c'est aussi une manière de vendre un projet original. Tu as évoqué aussi, Mariam, la partie se renseigner un peu sur ce qui se fait. Ma question d'après, elle est sur les tendances. Quelles sont, vous diriez, actuellement, au doigt mouillé, les tendances éditoriales qu'on retrouve chez les diffuseurs côté à la fois plateforme et chaîne télé, à supposer qu'il y en ait? C'est extrêmement varié. Selon le diffuseur, selon le pays, c'est pas les mêmes recherches et disons aussi en fonction de l'état économique du secteur, ça varie. C'est aussi pour ça que nous, notre métier, il est quand même là, prendre la température tout le temps du secteur et des diffuseurs pour savoir quoi leur proposer en fonction de leur mood. Certains vont évoquer plus frontalement ce qu'ils recherchent. D'autres moins, ils sont plus dans l'attente en disant proposez-nous des choses et si ça nous intéresse, on vous répond. Il y a des types de séries qui sont indémodables, immuables. La comédie plus, donc c'est la comédie plus de la magie, la comédie plus de l'aventure, la comédie plus de la piraterie. C'est toujours recherché par toutes les chaînes, partout autour du monde. Ensuite, c'est là aussi où tous les producteurs sont. Enfin, nous, en tout cas, je sais que très vite, on s'est dit, pour ne pas être redondant en termes de propositions, on va s'éloigner. On en fait, mais très peu. Donc, on va plutôt, nous, vers des formats différents, des univers un petit peu différents. On est un peu plus animé dans l'approche à la japonaise, ce qui nous confère aussi, on va dire, une identité propre. Et on vient nous chercher pour nous demander de développer ça. L'instant T, c'est que forcément, si tu arrives avec une énorme licence, aujourd'hui, comme c'est un petit peu frileux un peu partout du fait que les plateformes ont arrêté les investissements massivement ou ont annulé beaucoup de projets, du coup, les licences fortes, littéraires, jeux vidéo, marques patrimoniales, ce type de projet, si tu l'as bien développé, que tu as bien prouvé, que tu as dépassé le simple stade évidemment de licence, c'est un appui, mais c'est absolument pas le projet. Ensuite, il y a quand même un développement fort à faire, ce que disait Caroline et puis Olivier tout à l'heure. Tu as quand même beaucoup de chances que le projet passe auprès des chaînes. Après, il y a aussi des possibilités en fonction de l'ADN de certaines chaînes spécialisées, notamment Crunchyroll ou ADN qui sont plus animés. Après, France Télé, c'est peut-être ceux qui sont le plus larges en termes de ligne édito. Parce que tu vois, par exemple, t'as Darjeeling qui est en train de faire Opération Médina, qui est pas trop comédie, je pense, mais je pense que quand t'es producteur ou auteur, tu peux te permettre, tu vois, ils font La Petite Mort sur Slash, ils peuvent faire La Quête des Willan, ils peuvent faire des choses extrêmement... J'allais ajouter Toby Loneless aussi. Enfin, en fait, je dirais que là, ils ont ouvert sur le feuilletonnant, ils ont ouvert sur, de mémoire, je ne sais plus si c'est 6 ou 10 x 52 sur Toby Loneless. Donc c'est aussi un format extrêmement particulier. Ouais, alors je sais pas si on peut dire qu'ils ont ouvert, parce qu'ils l'ont toujours fait, mais c'est un tout petit peu. C'est de Non, façon, mais c'est ça. tu vois, Non, mais je suis tout à les fait grandes d'accord. vacances. Ils ont expérimenté. Entre les grandes vacances et Toby Loneless, il y a combien d'années? C'est quand même assez rare. Comme tu parles de Opération Médina, qui ne s'appelle plus comme ça, la petite Casbah, je crois. Je crois que c'est la petite Casbah. Ils ont des développements, je dirais, particuliers et feuilletonnants. Effectivement, c'est pas tous les jours. C'est une niche. Ils s'autorisent plus de choses que TF1, oui. On a tous cru au feuilletonnant, mais Pour TF1, ça sera très 5-8. Comédie, action, aventure. Mais TF1 a une grille de programme qui est quand même assez réduite par rapport à France Télévisions. Après, TF1 peut faire un Miraculous aussi, ou a fait Les Cités d'Or avant France Télé. c'est vrai qu'avec leur plateforme aussi, parce que t'as Et c'est ça. TF1+, au coup,
Et M6+, ça ouvre aussi beaucoup les champs de ligne éditoriale, en fait. D'ailleurs, qui sont des projets originaux. Hein. Miraculous, c'est original. Là, Ouais. moi, je suis en train de faire Witch Detective avec eux, c'est original. Ouais. Oui, on a fait Droners, Imago, c'est aussi des Ouais. projets originaux. Dans le sens, c'est pas des licences, ça que vous voulez dire. Ouais. Exactement. Je pense qu'il y a une base réelle qui est fondée sur la démographie en France, qui est de se dire, en France, il y a une majorité d'enfants entre 5 et 8 ans qui regardent encore la télévision le matin, donc on va s'adresser à eux en priorité. Ça, c'est un fait démographique. Donc forcément, ils rechercheront toujours des projets pour cette case-là, qui est un peu une case sécure pour tout le monde, même pour les producteurs. Ensuite, charge à nous de les challenger un petit peu avec nos projets et nos propositions. Donc France Télé, par exemple, c'est ça qui est aussi un peu cool, c'est que toi, en tant que producteur, si tu crois en ton projet, que tu prouves qu'il répond à un certain... je sais pas, un thème pas très présent sur les antennes, qui va vraiment attirer l'attention d'un public, ils peuvent y aller. Et toutes les chaînes sont comme ça. Eux aussi, ils cherchent la surprise. Ouais. Voilà. Puis ça reste encore le service public. C'est ça. Ouais. C'est un magnifique partenaire quand t'as une Bah idée oui. un peu originale ou Ouais. avec un pas de côté, avec un auteur un peu clivant pour certains, enfin graphiquement ou voilà. Tu peux aller voir France TV. Ouais. Là, on a fait essentiellement les chaînes de télévision. Pour ce qui est des diffuseurs, donc plateformes et américaines en particulier, C'est un peu plus compliqué. Les revirements de situation dernièrement. ça évolue plus vite, ouais. Bah, tous les 6 mois. Ouais, ça change tout le temps. L'équipe éditoriale de ces chaînes, lorsqu'elles se maintiennent, globalement, elles ont les mêmes attentes et les mêmes envies que n'importe quelle chaîne éditoriale. Ils ont envie de belles histoires, de beaux récits, de feuilletonnants. Ils ont envie d'aller, enfin, ils sont comme nous, quoi. Oui, mais ils ont plus de public ado peut-être, donc je me rends pas compte, mais est-ce que ça ouvre éditorialement d'autres choses Mais que... nous, en tout cas, la série qu'on est en train de faire avec Disney, honnêtement, jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer que Disney accepte de faire ce type de série. Et c'est génial, en fait. C'est C'est pour hyper... Disney+. c'est Disney+, mais c'était d'initiative vraiment d'abord en France, puis Europe, puis ensuite c'est devenu un projet Disney+. Mais on est sur du feuilletonnant, on est sur un animé-like où on a eu quand même carte blanche, quoi, pour pouvoir... c'est une création originale. Et toi, t'aurais pensé quoi à la base de ce qu'ils auraient voulu C'est ou pas Disney, voulu? donc moi j'adore Disney, je suis très grand public, donc j'étais très contente de bosser pour Disney. Mais si tu veux, la série que l'on fait, c'est une série un peu esprit Disney XD un petit peu de l'époque, donc beaucoup plus action, aventure, du feuilletonnant, des enjeux émotionnels extrêmement forts et vraiment très très forts. J'aurais pas forcément imaginé que Disney irait vers là et c'était une excellente surprise. Nous, Netflix, on ne travaille pas du tout avec eux, puis c'est compliqué quand même chez Netflix. Là, Disney, je te parle de l'équipe qui est là depuis le début, l'équipe européenne qu'on a nous en contact quand on est français. On ne travaille pas, très rarement, il y en a qui travaillent avec l'équipe américaine en direct. Sinon, ça passe quand même d'abord par le bureau IMIA. C'est très européen. Et prennent des projets originaux. C'est Parce ça. que nous aussi, Magic Campers, Exactement. on est en cours de prod avec eux. Pas C'est... que des licences Disney. Ouais, Non. pas du Ah bah tout. non, ouais. Après, Ok. ils espèrent en faire un... Oui. Est-ce que vous auriez une question à vous poser les uns aux autres sur votre rapport au scénario? Est-ce que vous vous lanceriez sur un projet, alors soit ado, soit adulte, mais je parle en série, voilà, à fond, et en se disant, allez, on y va. Encore une fois, on a Raphaël Séjourné qui, depuis 2 ans et demi, a développé un magnifique line-up juste ado-adulte. Nous, on a une série aussi, peut-être pas adulte, mais ado-ado, qui est en développement, En interne. en interne. Nous aussi, on a une série ado qui est en développement Vous aussi. êtes tous sur les starting blocks au cas où que ça se Bah, on est tous prêts à le On a faire. tous Après, envie c'est pas aussi. simple. Si, c'est hein. prêt. On c'est est vraiment, très avancé. il y en a 2-3 qui sont très avancés. Oui, nous pareil, il y en a 2 là qui sont très très avancés. D'ailleurs avec Ellipse Animation. Bah voilà, c'est ça. En coproduction et donc du coup on le fait. Après moi le truc c'est que c'est pas forcément ce que je préfère honnêtement d'un point de vue de prod et même d'écriture. C'est pas des récits je sais pas, je suis pas forcément très à l'aise avec l'ado adulte. En tout cas pour l'instant la définition de l'ado adulte va souvent vers quelque chose d'assez transgressif qui ne me parle pas, voilà. Mais je peux comprendre qu'il y a un public pour ça. Donc là voilà, on a un projet de dark fantasy qui est clairement adulte en développement. On a un projet qui est une adaptation, mais de toute façon c'est public, c'est Dreamland qui est aussi en pré-production, donc mais qui est ado et qui s'appuie surtout sur un manga extrêmement célèbre de Renaud Lemaire, publié par Pika. Je pense que si j'avais la volonté, par exemple, tu vois, David Alric chez Bobby, il a vraiment cette volonté de faire de l'ado et de l'adulte. Je pense que Raphaël Séjourné chez Media One, pareil, c'est vraiment son truc, c'est sa ligne éditoriale. C'est la mission qui lui a été confiée pour c'est ça. 2-3 ans Ouais. pour voir si le marché est prêt. Mais c'est pas facile parce qu'en diffuseur, il y a peu de voilà, boutiques, c'est exactement ça. il y a peu de créneaux. En long métrage, on a plus de capacité. On a un projet de long métrage qui est une adaptation qui sera un truc plutôt très sérieux. Long métrage ciné ou long métrage plateforme? Cinéma. Cinéma, ok. Ouais. Il y a plus de capacité en cinéma que pour des séries télé ou voire même
film télé, quoi. Et donc toi Muriel, toi tu t'autorises pas à faire de l'ado ou de l'adulte sur toute ta question à la base, ou t'en fais aussi au cas où à côté, enfin au cas où, en espérant que ça trouve preneur? Non, à la limite, on plus familiale Ouais. donc. Mais ado, adulte, non. Mais tu sais, le frein, c'est toujours le même. Ça coûte de l'argent, tout ça. C'est des paris, quoi. On a ouvert une fenêtre, on va l'exploiter, on va regarder. Jusqu'à quand, quoi? Moi, j'ai quasiment 30 ans de métier dans l'animation. Au fur et à mesure des discussions, ça a toujours été un grand rêve. Alors, grâce aux plateformes, on y arrive un petit peu plus, et puis au cinéma, bien évidemment. Mais c'est quand même encore... C'est un peu le même rêve que le feuilletonnant. ouais, c'est ça. C'est le truc qui ressemble le plus. Il y en a un Ça peu, revient, mais pas trop. ouais. Ça revient, mais en fait, Ah c'est là là, puis timide. non, On Ouais, rêve de c'est faire ça. du feuilletonnant et en fait, tu te dis, Mais en bah, vrai, est-ce que c'est pas normal en fait? Moi, je me Mais, dis bien que, sûr tu que vois, oui. quelque part, l'éternelle question de ah mais il y a pas de case pour ci pour ça, et en même temps, s'il y a pas les récits d'abord. Ça, Je c'est sais l'œuf pas. ou la poule, quoi. Oui, je te je dis, sais mais pas. faut d'abord peut-être les histoires. C'est pour ça que nous, Mais en c'est tant pour ça que qu'on est prêt. producteurs, on prend, Mm. voilà, on prend ce risque-là. Après, ce qui est compliqué, comme c'est nouveau en France, c'est de fitter avec la vision du diffuseur sur cette question. Et c'est pas nouveau. Enfin, avant de mon époque, il y avait quand même beaucoup de feuilletonnants. Ah non, je parle pas de feuilletonnant, là, je parle de l'ado adulte. Non, le feuilletonnant, Oui, nous, oui, on en oui, fait. ouais. Donc, en fait, on n'a pas ce problème. On fait du semi-feuilletonnant beaucoup, même avec TF1. Moi, je pense que ce qu'on devrait tous faire, vu nos populations vieillissantes, Mais oui, c'est des cases senior, seniors. on est d'accord. Moi, j'ai ma grand-mère, 88 ans, qui un jour Mais tombe oui. sur Tom Sawyer, Mais qui c'est ça. reste scotché, qui regarde quasiment tout l'épisode, et à la fin me regarde, mais qu'est-ce qu'il joue bien, ce petit? Mais oui, mais moi je suis d'accord et je le dis de manière génial. très premier degré. Mais moi aussi. je pense vraiment qu'il faut des Moi cases aussi. seniors parce qu'en fait, de toute façon, ceux qui regardent la télé, c'est les tout petits et les plus vieux. Et les Exactement. pauvres, en fait, du coup, quand t'es hyper vieux, que t'es malade, enfin bon, on déborde un peu, mais c'est vrai que je me dis souvent. Non, mais on va porter ce truc-là à Annecy cette année. J'ai tous les diffuseurs, je vais leur dire ça, moi. Mais ouais, et des choses un peu patrimoniales, tu vois. Ceux qui ont connu l'animation à la télévision, c'est-à-dire Club Do et compagnie, Ouais. c'est plus années 80, donc je pense que les seniors actuels n'ont pas connu l'âge d'or de l'animation à la télé aussi. Ils regardent les dessins animés. Ils regardent. Mais c'est pour ça en Ouais. fait que je comprends pas. Moi, la question que je me pose effectivement, c'est parce que moi, pour le coup, quand j'étais petite, il y avait pas grand chose. Il y avait Colargol. Enfin bon, bref, Quelle il y avait horreur. pas grand chose. Quelle horreur. C'est moche. Mais les trentenaires, enfin moi, je vois du coup mes filles, elles ont regardé du dessin animé et elles regardent du dessin animé. Et oui. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, à part les plateformes où tu peux aller voir des choses, pourquoi il n'y a pas des cases animes ado-adultes? Parce qu'ils en ont pas besoin. Ils ont les cases fiction, ils ont les cases. ça. Le public, ils l'ont quand même. Et ils l'ont pas d'ailleurs. Parce qu'ils travaillent et quand ils rentrent le soir. Non, mais le senior, c'est une valeur sûre. Hein. Sauf que quand tu vois Arcane, quand tu vois Blue Eye Samurai, je suis désolée, moi j'en prends plein la gueule et j'adore. On est d'accord, il y aurait de quoi faire, mais c'est oui. une vraie démarche dans tous les sens. C'est d'autres budgets aussi, parce qu'Arcade, on est quand même sur un budget qui est pas du budget habituel de l'animation. Non. On est bien d'accord. non, Oui, ça n'a plus rien à oui, voir mais avec regarde, rien. mais en série de fiction, de live, t'as des petits budgets, mais t'as des budgets faramineux. Ouais. Pourquoi on s'autorise pas ça? Comment varie le travail sur le développement suivant la technique d'animation que vous choisissez? Le budget. Donc le planning. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu dans l'autre. Enfin, c'est vrai que t'as raison. C'est plutôt le budget qui te permet de changer un petit peu ton approche technique du projet. C'est que nous, on est spécialisé en 2D, on fait pas de 3D, mais par contre, la 3D, on l'utilise comme support pour la 2D. Beaucoup. Sur les projets plus ambitieux, donc plus chers. Pas forcément une démarche artistique de dire on veut faire telle technique pour tel projet sur le plan Ah si, artistique. si, ça peut l'être. Mais c'est vrai que nous, chez Micros, on est un studio de 3D, donc on fait pas de 2D. Et parfois, ça nous démange. On se dit, mais pourquoi on nous propose un projet, le projet nous plaît, nous on va chercher quelque chose qui nous plaît, on se dit, mais ça c'est de la 2D, c'est pas de la 3D, ça n'a pas d'intérêt. Certains projets n'ont aucun intérêt à être faits en 3D. Et on se dit, est-ce qu'on se lancerait pas? Alors, faudrait s'associer avec un studio de 2D, c'est possible, bien évidemment. Enfin, il y a plein de cas de figure. Faut venir voir la chouette. Voilà. On a eu la même réflexion. Nous, on s'est dit, il y a des projets, ça serait cool de les faire en 3D, mais honnêtement, c'est tellement Oui. un autre monde. Oui, tu vas pas te Ouais. lancer, Et on s'est dit, on va pas ouvrir se- un exactement. studio de 3D alors que... Ouais. Mais Voilà. qu'est-ce qui Ouais. fait qu'un scénario est plus adapté à telle technique d'animation qu'une autre? C'est ça que je veux dire. Du pur cartoon en 3D, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça je coûte pense. un bras, Ouais. quoi. Puis des récits très gourmands, tu vois, justement, quand t'as beaucoup de création, d'assets, de décors, de personnages, beaucoup de magie, etc. Généralement, en 2D, ça va être moins cher. Après, ça veut pas dire que tu peux pas le faire en 3D, tu peux le faire, mais ça On sera... le fait tous les jours, nous. Le budget. C'est que le budget n'est pas le même, quoi. Nous, on fait plein de... Enfin, Magic Empire, c'est de la magie. Oui, bien sûr. Mais là, t'as Disney+, tu vois. Oui. Mais du coup, quand on est dans les économies plutôt limitées, mais qu'on fait quand même de la 3D, on irait sur quel type de récit? Ça se prête plus à de la sitcom. Ouais, la comédie, sitcom, Comédie aventure. ouais, comédie aventure. Marsupilami. Un peu de décor, un peu de personnages à l'écran, un peu de mouvement. Sur 1000 bornes, on a 5 plateaux, donc 5 plateaux de décor où on imagine
du coup, pour avoir 52 histoires, 52 courses différentes, donc on varie suivant les décors. J'ai l'impression qu'en 3D, effectivement, ça implique pour les producteurs de vraiment blinder les paramètres de production en amont. Oui. Belle écriture pour qu'on sache combien on a de personnages, mais ce sera limité, combien de décors, combien de etc. Combien de props. Oui, exactement. Donc ça a quand même un impact sur l'écriture, sur la façon Ah, dont vous mais développez. très créatif. Totalement. C'est ce qu'on disait au tout début de la conversation sur l'écriture en anime, qui est pour le coup vraiment différente de l'écriture en live. Il y a vraiment toutes les contraintes techniques. Mais le scénariste n'est pas seul face à ça. C'est ça, oui. La prod sert à quelque chose Ah quand oui, même. bien sûr, bien sûr. Toi, il est pas obligé de se dire c'est de la 3D, je vais penser à tout. Oui. Non, Oui, non, surtout pas. Surtout en dev. Surtout pas. Lâche-toi, nous Oui. on te dira Ouais, après. ce que- amuse-toi, lâche-toi. On cadre après. Mais moi, je le dis encore à des scénaristes, même quand on est en série, je dis amuse-toi. Parce Bah que oui. si tu Sûr. t'amuses pas, Ça va se voir. Mais après, est-ce que c'est pas plutôt au niveau de la Bible, en fait, que ça se joue? Parce qu'en fait, si t'as une série, c'est un road trip, en 3D, ça va être une catastrophe. Enfin, ou en tout cas très compliqué, très cher. Par contre, si en amont de ton projet, effectivement, t'as un projet qui se situe dans une ville avec, comme tu disais, peut-être 5 à 8 décors, c'est plus simple de l'envisager. oui, en 3D, t'es obligé de définir tous tes Voilà, univers. c'est ça. Et c'est dès la Bible, effectivement. Oui, en tout cas, dans le cadre du développement. Mais ça n'enlève rien à la créativité, j'ai envie de te Ah dire, non, même au du tout. contraire. C'est pour ça que je reparle du récit de base. C'est qu'en fait, si t'as une série qui se vend et qui est effectivement un road trip à travers, je sais pas moi, tout un royaume avec des environnements extrêmement différents, avec des populations différentes. Nous, on a fait ça. Hein. En 3D, c'est possible, mais ça aurait coûté... Oui, ça peut casser le projet d'entrée si t'es bloqué Voilà, sur la c'est 3D. ça, en Ouais, fait. ouais, je suis d'accord. La 3D, nous, tu vois, sur Droners, ça a servi à animer les drones, mais uniquement, en fait. Mais je pense que là, on parle d'approche générale. Oui. Quand c'est une approche plus spécifique, évidemment que nous, on utilise la 3D, par exemple, pour des décors. Après, avec un rendu 2D, on utilise la 3D pour des véhicules, pour des choses un peu Mouvements de caméra, complexes. enfin, Bon, on évite, parce que ça coûte, ça fait chier. Ensuite, en fab, mais par contre, pour certains assets, c'est extrêmement utile pour des foules, pour peupler vraiment davantage les villes et compagnie, voilà. D'un point de vue de prod, comme je trouve que ça coûte très très cher de faire de la belle 3D, soit dans ce cas-là, tu t'associes à de très grosses chaînes à l'inter. C'est pas le même métier. C'est que du coup, en tant que prod, tu passes beaucoup de temps quand même Ah oui, c'est lourd. Ouais, en ouais. termes d'organisation. Troupe, on n'est que sur du poil, on est que sur de la C'est ça. plume, parce que c'est des animaux. Donc avec les Irlandais pour France Télé, on est hyper fiers et heureux du rendu. Et France Télé aussi, c'est absolument magnifique, c'est limite du long métrage. Mais c'est vrai que c'était un budget conséquent, quoi. Quel est le dernier film, la dernière série d'animation que vous avez trouvé, pour le coup, le scénario ou le postulat de départ relativement audacieux? C'est un projet français. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Mars Express. Ok. C'est un scénario, je dirais, assez classique. Qui va encore au cinéma? Bah, moi. Pas de l'animation. Mais oui, pas forcément de l'animation. Voilà, non mais c'est vrai. En fait, et c'est pareil, je me posais la question en série, etc. Et je me disais, mais on en bouffe tellement que... En voir à côté, c'est plus difficile. Et j'ai plus d'enfants. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. Je regardais... T'obliges à regarder la télé. Mais début à Canal J, je regardais des dessins animés, mais je faisais les textes de tous les dessins animés, donc je regardais Ah, au toi, moins ils avaient un le droit de épisode. regarder la télé parce qu'en général, dans nos métiers, les enfants n'ont pas le droit de regarder la télé. Non, alors mes Oh, c'est enfants, pas vrai. alors non, mais mes enfants regardaient la télé, mais pas le matin. Enfin, c'était assez contraint quand même Oui, aussi. voilà. Comme les gens de la tech qui laissent pas l'ordinateur à leurs Ouais, enfants. c'est ça. Et j'ai avoué à mes filles qui m'ont toujours demandé mais pourquoi on n'a pas Canal J alors que j'avais effectivement le droit à un abonnement et que je ne l'ai pas pris. Et je leur répondais, tu sais, les cordonniers, c'est toujours le plus mal chaussé. Bon, bref. Donc Mars Express, tu disais. Oui, moi j'ai aimé Mars Express, voilà, scénario de science-fiction avec en même temps du côté détective et tu vas jusqu'à la fin sans t'ennuyer. Tu es vraiment avec les personnages, avec l'intrigue est aussi intéressante. Un des derniers trucs, moi, c'est le sommet des dieux. Si je fais pas d'effort pour réfléchir, parce Ouais. que j'en ai vu évidemment plein dans l'intervalle, mais j'avais trouvé que c'était brillamment adapté. Pourtant, il y a des parties pris visuels assez forts, mais je m'étais laissé embarquer. Tu vois, j'essaie même pas de l'analyser, ça m'avait plu, quoi. Après, il y a beaucoup de choses en fait, c'est ça qui est un peu compliqué. Alors moi, j'ai du mal déjà à choisir de base, et en plus, il y a des choses extrêmement bien faites pour les plus jeunes, d'autres plus pour nos âges, mais du coup, forcément, il y a moins de choses pour les gens de nos âges. Du coup, ça restreint énormément le choix. Dernièrement, il y a la série Samuel sur Arte qui est très bien, Blue Eye Samurai qui est oui, quand ouais, même ouais, canon. magnifique, Après, super. l'écriture n'est pas française, mais en tout cas, c'est une très belle série. Toby Lowness, c'est une très jolie série aussi. Elle est forte, hein, parce qu'on l'avait tous vu, ça, tu vois, Oui, ça bah nous oui. avait échappé. Mais l'ennui qu'on a, en fait, je trouve, en France, on produit beaucoup de choses. Et puis franchement, il y a de très belles séries et de beaux longs métrages de qualité, mais ça bénéficie pas d'une très grande exposition. Et donc du coup, il faut vachement fouiller pour les trouver, les belles pépites. Et ça, c'est un peu dommage. Et après, nous, plus précisément, je trouve que dans notre activité, on est tellement imbibé d'animation à longueur de journée, même de soir, de nuit, d'écrire, de produire, de développer, que c'est vrai qu'on a peut-être... Enfin, moi, personnellement, j'ai plus tendance à
à contrebalancer effectivement avec des séries live ou des longs métrages change un peu. plutôt Après, on voit qu'avec... beaucoup de belles choses. Hein. Je trouve que comme l'écriture s'est énormément professionnalisée, moi ça m'est arrivé que j'étais en chaîne à M6, j'ai démarré ma carrière à M6, je recevais des V1 de script, j'avais pas de pitch, j'avais pas de synopsis, alors là il y a tout à faire ou pas d'ailleurs, mais c'était pas pro. Aujourd'hui ça s'est énormément professionnalisé, donc on a vraiment de bonnes histoires, enfin c'est énorme. Bien raconté, Ouais. Alors moi je me rends compte que c'est souvent les univers où il y a des héroïnes dans des univers masculins. Ouais. Ça, moi j'adore, j'aime beaucoup. Moi, je cherche, c'était pas forcément français, d'ailleurs, c'est même plus, c'est Nimona, je trouve que c'est intéressant. Sur quel diffuseur C'était Netflix. Je trouve que l'adaptation de ce sujet-là était assez osée et ça fonctionne bien. Je suis pas fan de tout, visiblement, mais scénaristiquement, ouais, je trouve ça intéressant. Non mais après, hors France, il y a plein de choses aussi Oui, extrêmement c'est ça. géniales. En France déjà beaucoup, mais hors France, il y a aussi plein de pépites au Japon. Mais on va pas se lancer dans une longue liste de recommandations. Si vous aviez un mot de la fin pour les scénaristes, un message à leur faire passer, quel serait ce message? On vous aime. Changer de métier. C'est une blague, ça. Hein. Oui, t'inquiète. Les autres? Allez-y, dans tout ce qu'on a dit, il faut y aller quoi. Écrivez, travaillez, c'est ça, continuez. écrivez. Surprenez-nous. Après, on a conscience des difficultés quand même, Oui, de bah la oui. précarité que ça représente, de tout l'investissement qu'on leur demande. Ils sont quand même à l'origine de tout. C'est sûr qu'il y a peut-être mieux à faire en termes de protection de cette activité qui est aujourd'hui un peu malmenée. Ouais. Beaucoup. On a conscience de tous ces enjeux-là sur lesquels il faut qu'on réussisse à trouver une solution. Il y a un accord professionnel récemment qui a fait pas mal parler sur l'animation. Pour le coup, moi, à titre personnel, je le connais pas bien parce que je suis pas dans l'animation. Mais vous, en tant que producteur de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cet accord interprofessionnel entre les scénaristes en animation et les producteurs? Je pense que c'est un premier pas, que c'était nécessaire de réévaluer les minima. Ça, c'était quand même hyper important pour éviter les abus, pour rétablir une confiance qui est brisée. Hein. Vraiment, moi, Ouais, depuis c'est que ça, j'ai en commencé en prod, c'est une catastrophe. Elle Quoi. n'est pas brisée, elle n'a jamais existé. Oui, voilà. Confiance Mais, et respect du travail de l'un de l'autre. Après, faut avouer que nous, de notre côté, il y a eu des abus aussi, des producteurs, des productrices qui n'ont pas été transparents. Je pense qu'effectivement, ils ont besoin d'être mieux reconnus, peut-être mieux intégrés pleinement à la chaîne de fabrication, au même titre qu'un storyboarder, une storyboardeuse à terme. Mais ce qui a des conséquences, parce que ça veut dire moins de scénaristes nécessaires pour le marché. Je sais que ça fait partie des revendications de la guilde notamment, mais effectivement de trouver un moyen de professionnaliser davantage, de sécuriser vraiment cet emploi. Ça implique de bouger beaucoup de choses, hein. Ouais. La loi, le statut, Et beaucoup de scénaristes ne veulent pas. Faut avoir conscience de ça. Ne Hein. veulent pas du salariat, ne veulent pas de... Ah non. parce que c'est la fin de la liberté aussi. Est-ce qu'avec un statut comme ça, moi j'aurais fait scénariste, je suis pas sûr. Ouais, ok. c'est un peu la grande question qui va se poser, mais le truc un peu chiant, c'est qu'en même temps, on voit bien qu'il y a une énorme précarité et qu'elle ne peut pas continuer. Et en même temps, d'aller jusqu'au salariat, ça rassurerait certains, ça éclaterait un peu le milieu parce que du coup, il y aurait pas besoin d'autant de scénaristes. Et certains ne veulent pas de ça non plus parce qu'en fait, c'est vrai que la beauté de ce métier, ça reste aussi la liberté, quoi. Suivre quelqu'un avec qui on travaille bien. Comme tu l'as dit, c'est un vrai premier pas qu'il fallait faire. Ouais, voilà. Déjà, pour qu'il y ait un tarif à peu près commun et un peu revalorisé parce que C'est correct. est correct. Et même si moi je pense qu'on peut quand même aller encore plus loin, mais après il faut qu'on puisse le financer. Oui. C'est toujours la même chose. Ça ne dépend pas que du producteur. Enfin, tout ça, c'est de l'argent qu'on doit trouver quelque part à un moment donné. Il faut continuer la discussion et avancer, c'est sûr. Et d'autres mots de la fin pour les scénaristes? Prenez du plaisir aussi à écrire des histoires qui vous tiennent à cœur. C'est que de la souffrance. Là, on rentre dans la philosophie. Beaucoup de scénaristes le disent d'ailleurs. C'est les deux. Oui, c'est un mélange de toute façon. Il y a de la souffrance et de la satisfaction d'avoir fini, mais c'est pas. Merci à tous les 5 pour vos réponses. Mais merci. Merci à toi. Les producteurs d'animation et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Mariam, Olivier, Muriel, Pierre et Caroline pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.